Serge Sévion, aujourd'hui, Point de chute de Donald Martin. Dans la rue, les passants s'arrêtent les uns après les autres, stupéfaits. Ils restent là, le nez en l'air, à se démancher le cou. Tout là-haut, sur la corniche d'un immeuble, un homme est debout, entre deux fenêtres, dehors, sur une corniche qui ne doit pas faire plus de 45 cm de large. De là-haut, l'homme regarde la foule s'amasser. Son visage n'exprime rien. Tout au plus, une vague curiosité. Debout dans le soleil, il ne fait pas un geste. À l'une des fenêtres, les rideaux s'écartent. Une tête apparaît. C'est celle du liftier de l'hôtel. La bouche ouverte, il contemple l'homme en équilibre au-dessus du vide. Il finit par retrouver la parole et demande d'une voix tremblante: « Qu'est-ce que vous faites là ? À votre avis, que peut-on bien faire sur la corniche d'un immeuble au 25e étage? Une promenade de santé ?» répond l'homme calmement. « Vous n'allez quand même pas sauter ?» balbutie le liftier. « Pourquoi pas ?» Courageusement, le liftier tente de plaisanter. « Si vous tenez tant que ça à vous retrouver en bas, je peux vous aider, c'est mon métier. J'ai même un engin qui est étudié pour. On l'appelle un ascenseur. Mais il accepte aussi de descendre. C'est peut-être moins rapide, mais c'est plus sûr. » L'homme n'a pas l'air d'apprécier la plaisanterie. Il lui jette un regard méprisant. Désemparé, le liftier rentre la tête. Il va sans doute chercher du renfort. Quelques secondes plus tard, c'est la tête rougeaude du directeur qui apparaît à la fenêtre. « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» « On ne vous l'a pas dit? Alors tâchez de le deviner tout seul, » répond l'homme sèchement. « Mais c'est idiot, pourquoi voulez-vous sauter? Vous allez vous tuer. » En fait, d'idiotie, la remarque se pose un peu là. « Vous avez le génie de la déduction, » remarque l'homme ironique. « Avec une logique pareille, vous auriez dû vous orienter vers les sciences. »« Mais pourquoi voulez-vous vous tuer? » « Ça ne vous regarde pas. » « Mais bien sûr que c'est que ça me regarde. Vous compromettez la réputation de mon hôtel. Après tout, tuez-vous si ça vous chante, mais allez faire ça ailleurs. Jetez-vous sous une rame de métro. Allez vous noyer dans votre baignoire, je sais pas. » « Impossible, » répond l'homme tranquillement. « Impossible, » répète le directeur, rouge de fureur. « Pourriez-vous m'expliquer pourquoi? » ?»« Non, je ne peux pas. » »« Évidemment. Vous seriez bien en peine de trouver une raison. Allons, venez, donnez-moi la main. Si vous approchez, je saute. Vous avez compris? Partez et fichez-moi la paix. » »« Mais écoutez, » supplie le directeur. « Désolé pour votre réputation. Malheureusement, c'est ici que j'ai été appelé à mourir. »« Un fou, » se dit le directeur. « Un psychiatre, voilà ce qu'il lui faut. » Il se retire et, à sa place, une autre tête apparaît aussitôt. L'homme doit avoir une quarantaine d'années. Brun et bouclé, il serait plutôt beau, n'était son sourire plein de suffisance. « Alors, il paraît qu'on veut sauter. En voilà des manières. »« Tout le monde ne peut pas se conduire en gentleman, » réplique le désespéré. Son œil s'est soudain durci. Il regarde le nouveau venu avec attention. « Qui êtes-vous » demande-t-il. « Je suis le détective de l'hôtel. On m'a dit qu'il y avait là-haut un type qui voulait faire le plongeon. Vous n'avez quand même pas sérieusement l'intention de sauter. » « Et pourquoi pensez-vous que je suis là? Juste pour faire la conversation avec vous? » « Ah, un petit rigolo, ma parole. Comment vous appelez-vous? » « Adams. Carl Adams. Vous avez de la famille? » « Non.
Et vous? J'ai une femme, dit le détective. Eh bien, pas moi, dit Adams. C'est une veine pour elle, hein. Une femme qui serait affligée d'un zigoto comme vous, elle aurait qu'une idée, prendre du bon temps avec un autre. Vous croyez pas? Vous avez sûrement raison, dit doucement Adams. Le détective enjambe l'appui de la fenêtre et sort un paquet de cigarettes de sa poche. « J'en voulais une ?» demande-t-il à Adams. « Non, merci. » Vous avez tort. Ça vous calmerait les nerfs. Il allume la sienne et aspire la fumée avec satisfaction. « Quelle belle journée, vous trouvez pas ?»« Très belle. Parfaite pour mourir, » répond Adams en le regardant droit dans les yeux. « Vous êtes plutôt morbide, mon vieux, hein? Au fait, vous m'avez pas dit pourquoi vous avez décidé de faire le grand saut. » Soudain, il tend l'oreille et ne laisse pas à Adams le temps de répondre. « Ah, excusez-moi, on m'appelle. Dieu sait ce qui se passe en bas. Vous les rendez tous hystériques avec votre numéro. Sûr qu'à cause de vous, on aura de toute façon des morts. » Adams jette distraitement un coup d'œil sur la foule. La rue et les trottoirs ne sont plus qu'un océan de visages tendus vers lui. « Bon, attendez-moi, et surtout, faites pas de bêtises, hein. Je reviens le plus vite possible. »« Soyez tranquille. Je vous attendrai, » lui promet Adams. L'homme à peine disparu, quelqu'un d'autre passe la tête par la fenêtre. Cette fois, on lui a dépêché un prêtre. « Puis-je faire quelque chose pour vous aider, mon enfant ?»« Oui, me laisser en paix. » Appuyé au mur avec sa chemise ouverte sur le cou, il a vraiment l'air d'un condamné à mort. « C'est justement la paix que je voudrais vous apporter, mon enfant. Confiez-moi ce qui vous tourmente. » Mes tourments seront bientôt finis. Ne vous faites pas de soucis pour moi, mon père. La vie a-t-elle été si dure pour vous? Un peu de courage, mon ami. Pensez à la douleur de ceux que vous allez laisser derrière vous. Rassurez-vous, personne ne pleurera ma mort, réplique Adams. Vous n'avez donc ni père, ni mère, ni femme, ni enfant? Non, je n'ai ni père, ni mère, je n'ai jamais eu d'enfant, et ma femme est morte, il y a 2 jours. Oh, je comprends. Mais il ne faut pas céder au désespoir, mon enfant. Si Dieu a jugé bon de la rappeler à lui, Dieu n'est pour rien dans cette affaire. Ne blasphémez pas, mon enfant. Dieu est partout. Faites appel à lui, il vous écoutera. Votre femme, vous l'aimiez beaucoup? Oui, je l'aimais. Et elle vous aimait aussi, n'est-ce pas? Non, elle ne m'aimait pas. Elle voulait me quitter, divorcer. Mais alors, de quoi est-elle morte? Le désespéré ne répond pas. De quoi est donc morte la femme de Karl Adams? Quel rapport avec cette mort en beauté qu'il se prépare pour lui-même? Le prêtre insiste. Votre femme, vous ne l'avez quand même pas? Non, non, mon père. Je ne l'ai pas tuée, si c'est ce que vous voulez savoir, répond-il avec un sourire amer. Ce n'est pourtant pas l'envie qui m'en a manqué quand j'ai appris qu'elle en aimait un autre, qu'elle me trompait. Or, en fait, elle ne me trompait pas puisqu'elle me l'a avoué tout carrément. Elle voulait divorcer pour épouser un certain Steve. Et que lui avez-vous répondu? Demande le prêtre. Que moi, vivant, je ne lui accorderai jamais le divorce, que je ne lui permettrai jamais d'épouser ce misérable Steve. Vous avez dû traverser des moments bien pénibles, remarque le prêtre. Qu'est-ce qui est arrivé à votre femme? Elle a eu un accident? Elle s'est suicidée, répond sèchement Adams. Elle
a avalé 3 boîtes entières de somnifères pour être sûr de ne pas rater son coup. Mon pauvre ami, s'écrie le prêtre d'un ton plein de compassion. Je comprends tout maintenant. Vous vous sentez coupable. Vous faites erreur, mon père. Je ne me sens pas du tout responsable de la mort de ma femme. Je n'y suis pour rien. C'est ce misérable Steve qui est la cause de tout. Évidemment, c'est une manière de voir les choses, murmure le prêtre. Pas du tout. C'est la stricte vérité. Quand je suis rentré chez moi l'autre soir, j'ai trouvé ma femme morte sur le lit. Et à côté d'elle, il y avait une lettre. Oui, une lettre où elle vous expliquait les raisons de son geste. Intervient le prêtre. Elle vous accusait de sa mort? Non. La lettre était signée Steve et était adressée à ma femme. Une lettre d'amour? Demande le prêtre. Oh, grand Dieu, non. Une lettre où ce misérable lui disait qu'il ne partirait pas avec elle, qu'il ne voulait plus entendre parler d'elle. Voilà pourquoi Karen s'est suicidée. Oh, je vois. Ce Steve est en effet un bien triste individu. Prendre sa femme à un homme qu'il aime pour ensuite l'abandonner, c'est se rendre doublement coupable. Vous le connaissez? Je l'ai aperçu une fois avec Karen dans un restaurant. Oh, tout à fait par hasard. Ma femme ne se cachait pas de moi, mais elle n'est quand même pas allée jusqu'à me le présenter. Malgré tout, je sais à peu près tout de lui. Petit à petit, Karen m'a tout raconté. Ce qu'il fait, où il travaille. Il est marié, lui aussi. Je comprends votre douleur, mon enfant. Mais il faut être raisonnable, voyons. Votre mort ne rendra pas la vie à Karen. Venez me rejoindre dans cette chambre. Nous parlerons plus à l'aise. Non, mon père. Ma décision est prise. Quand j'ai trouvé Karen morte, je suis sorti et j'ai marché toute la nuit dans les rues comme un fou. En rentrant, je me suis effondré sur mon lit et j'ai dormi 24 heures. Quand je me suis réveillé, j'étais tout à fait lucide et ma décision était prise. J'ai loué une chambre dans cet hôtel au 25e étage et voilà. Réfléchissez encore, mon enfant. Je vais vous laisser seul un instant. Je vais demander à Dieu qu'il vous donne le courage d'affronter votre malheur. Tâchez de lui parler, vous aussi, et promettez-moi que vous ne ferez rien d'irréparable avant que je ne revienne. Promettez-moi que vous ne sauterez pas. Ah, je vous vois venir, mon père. En vérité, vous voulez savoir où ils en sont de leurs préparatifs, hein? Vous voulez vous assurer qu'on a trouvé le moyen de s'emparer de moi à l'aide de cordes, d'échelles, de filets ou de je ne sais quoi. Vous pouvez leur dire de ma part qu'ils en seront pour leurs frais. Je ne me laisserai pas faire. Je suis beaucoup plus malin qu'eux et je ne veux pas décevoir tous ces gens qui attendent là en bas. Dans la rue, la police a fait reculer la foule pour permettre aux pompiers d'installer leurs filets. De là où se trouve Adams, on dirait une grosse galette noire avec un point rouge au milieu. Bien sûr, on peut se tuer de moins haut, du 6e étage par exemple, mais ça n'est pas par hasard qu'Adams a loué une chambre aussi haut. Il sait bien que du 25e étage, un filet ne sert à rien. Le prêtre hésite visiblement à s'en aller. Ce malheureux va-t-il sauter dès qu'il l'aura quitté? Il ne se le pardonnerait jamais. Il répète « Promettez-moi ». Bon, puisque vous partez, envoyez-moi non ce type-là, le détective de l'hôtel. Il m'avait proposé une cigarette. J'en fumerai volontiers une maintenant. La dernière, celle du condamné. Et je vous promets de ne pas bouger jusqu'à ce qu'il vienne. Un peu rassuré, le prêtre se décide à disparaître. Les minutes passent. Le policier de l'hôtel se montre enfin. Comme la première fois, il enjambe l'appui de la fenêtre. « Excusez-moi,
dit-il. Je pensais revenir plus tôt, mais vous n'imaginez pas ce qui se passe. Tout l'hôtel est en révolution. Ah bah, je sais plus comment les calmer, moi. Je plains ceux qui sont chargés de la rue. Tous les renforts qu'on a envoyés ne sont pas de peau. Ah, ça, vous pouvez dire que vous avez réussi votre coup. Pas encore. Mais ça ne va plus tarder maintenant. Répond Adams. Il paraît que vous voulez une cigarette? Non, merci. Je ne fume pas. Alors pourquoi vous m'avez fait demander? Comme ça. Histoire de bavarder, dit Adams. Eh ben, c'est drôlement chic de votre part. Bah, je suis mieux ici avec vous qu'au milieu de ces gens déchaînés. Non mais regardez-les. Regardez-les. Des vraies bêtes de proie. Oui. On dirait des loups affamés, remarque Adams. Eh ben, mon vieux, qu'est-ce que vous attendez pour sauter depuis le temps? Vous le saurez bien assez tôt, répond Adams. Vous savez, ils ont flairé le sang, ils sont enragés. Si vous tardez trop, ils vont venir vous lapider, poursuit le détective en riant. Ce qu'il y a de bien avec vous, c'est que vous ne prenez pas les choses trop au sérieux, remarque Adams. Vous êtes toujours comme ça dans la vie? Bah, pour dire vrai, je m'arrange pour la prendre du bon côté, la vie. Je vois pas pourquoi je me mettrais martel en tête. Si on est sur Terre, c'est pour rigoler, hein? Surtout aux dépens des autres, murmure Adams. Qu'est-ce que vous marmonnez? Non, non, rien, ne faites pas attention. Vous avez une femme? Lui demanda Adams. Bah oui, je vous l'ai déjà dit, il me semble. Et vous la trompez? Bah vous en avez de bonnes, vous, s'esclaffe le détective. Un homme est un homme, non? Et une femme est une femme, je suppose. Oh, celles-là, toutes les mêmes. Dès que vous êtes un peu gentil avec elles, elles n'ont plus qu'une idée, vous faire divorcer et se faire épouser, même si elles sont déjà mariées. Mais je me demande comment vous avez réussi à rester célibataire. Surtout que vous êtes plutôt beau garçon. Chapeau, mon vieux. Soudain, Adams chancelle. Son dos s'écarte du mur et, l'espace d'un instant, on a l'impression qu'il va tomber. Mais il reprend son équilibre, s'appuie de nouveau au mur et se met la main devant les yeux. Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux, ça va pas? Demande le détective. Non, non, c'est rien, c'est rien. Un vertige. Ça va passer. Quand même, si vous pouviez me donner la main. Le détective hésite. C'est assez risqué. Mais une armée de photographes est postée sur le toit de l'immeuble en face. Tous les appareils sont braqués sur eux. Demain, sa photo sera dans tous les journaux. C'est la gloire assurée. Résolument, il escalade la fenêtre et avance sur la corniche, la main tendue. Adams la grippe aussitôt. Vous vous trompez, Steve, lui dit-il. Je ne suis pas célibataire. Il y a 2 jours encore, j'avais une femme. Mais d'où connaissez-vous mon nom? Demande le détective stupéfait. Ma femme s'appelait Karen. Ça vous dit quelque chose, Steve? Elle m'a beaucoup parlé de vous. L'autre le regarde d'abord sans comprendre, et puis, soudain, il blêmit. Oui, Steve. Je ne m'appelle pas Adams, mais Robertson. Cette fois, vous y êtes? Quant à Karen, elle est morte. C'est vous qui l'avez tuée, Steve. Fou de terreur, Steve tente de reculer, mais Robertson lui tient fermement la main. Tout à coup, il la lui tord et d'une violente poussée le fait basculer dans le vide. Steve pousse un hurlement. Robertson sourit. Il lui tient toujours fermement la main, tandis qu'ils entament un long, un interminable saut vers l'enfer. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, raconté par Serge Sauvion. Aujourd'hui, point de chute.